Les États-Unis ont commis une erreur en menant une guerre illégale. Une guerre illégale, une attaque belliqueuse illégale, un changement de régime illégal. Nous avons fait une erreur. Et maintenant, on s'est fait remettre notre armée en pièces. L'armée de l'air, les marines, la marine, tout le monde. Toutes les façons dont on a essayé de gérer l'Iran sur le plan militaire ont échoué. Donc ça devrait être terminé. On devrait aller à la table en disant, bon, qu'est-ce que tu peux au moins me donner pour que j'ai pas l'air d'un perdant complet? C'est ça qu'on devrait dire. Mais au lieu de ça, on continue à poser des exigences et on envoie encore des forces, des effectifs humains à ce stade dans la région. Les décisions normales, logiques, opérationnelles, celles qu'une armée prendrait, qu'un politicien informé et rationnel prendrait, ne sont tout simplement pas prises ici. Et c'est pour ça que je trouve incroyable qu'on essaie d'analyser ce que fait Trump et d'y trouver une explication. C'est presque impossible à expliquer de façon logique. Par contre, sur le plan idéologique ou même en termes de chantage, vous voyez, est-ce qu'il est vraiment sous pression d'Israël? C'est une possibilité? Oui. Mais il y a un autre aspect dont on ne parle quasiment jamais. Je veux dire, les Américains ordinaires, on essaie juste de s'en sortir, non? La plupart vivent de salaire en salaire. Je pense que beaucoup n'ont même pas $400 de côté en cas d'urgence. C'est ce que montrent les statistiques sur la situation des Américains, de la majorité d'entre eux. Et ce n'est pas brillant. Alors Trump, eh bien, on ne se préoccupe pas vraiment des 39 000 milliards de dettes. Pour la plupart des Américains, ça ne paraît même pas réel. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. On aimerait bien en avoir un peu, tu vois? Genre, je peux avoir un peu plus de dettes parce qu'on vit à crédit, en fait. Alors Trump, lui, il entend les conseils de Yellen, son actuel secrétaire au Trésor, et aussi de l'ancienne secrétaire au Trésor. Et tu sais, ils passent leur temps à faire des allers-retours entre ce poste et la direction de Goldman Sachs, non? C'est ça, le pouvoir de l'élite qu'on a. Et donc, Jamie Dimon, l'ancien secrétaire au Trésor, lui aussi, tous les deux, ils soufflent à l'oreille de Trump pour se plaindre de problèmes financiers, pas seulement sur le dollar ou les bons du Trésor, mais aussi sur tout ce qui touche au papier commercial, tu vois, tous ces produits dans lesquels les Américains investissent. Enfin, pas les Américains moyens, mais ceux qui ont vraiment de l'argent à placer. Et l'énergie joue un rôle central là-dedans. L'idée du pétrodollar, du dollar comme principale monnaie de réserve mondiale, ce qu'il est toujours, même si ça diminue depuis une vingtaine d'années, c'est ça qui inquiète Jamie Dimon, M. Bessette et d'autres. Et ils en parlent avec Trump. Ils lui disent, Trump, il faut relancer la production d'énergie et on doit empêcher les Iraniens de vendre leur pétrole et leur gaz, ou d'être payés en yuan ou en crypto-monnaie, parce que ça contourne le système du dollar américain. Ça contourne SWIFT. Et ça, c'est un vrai problème. Alors Trump, fidèle à lui-même, se dit « Ah, voilà une raison de plus pour que je contrôle le détroit d'Ormuz, afin de pouvoir garantir… » Et vous savez, une partie de ce qu'il a menacé de faire, une partie de ce qu'il a dit aux Iraniens, c'est… Enfin, en réalité, il a menacé le monde entier. Il a dit que si vous payez… Enfin, j'ai trouvé ça vraiment étrange. Il n'a pas seulement dit qu'il ne laisserait pas passer les navires sans son autorisation, ce qui revient à faire ce que les Iraniens avaient déjà fait en pire. Il a dit que toute personne qui paierait un droit de passage illégal en crypto-monnaie, un yuan ou dans n'importe quelle autre devise, eh bien, ils iraient la chercher en haute mer. C'est ce qu'il a dit. Nous arrêterons votre navire, nous saisirons votre pétrole ou quoi que ce soit que vous avez acheté. Et c'est généralement du pétrole qui sort de là, parfois des engrais. Nous prendrons ça comme notre butin, je suppose, et nous punirons le navire, nous le mettrons sous séquestre. Donc c'est une guerre que Trump a déclarée, en réalité, contre une grande partie du monde.
Il dit que si vous avez payé ce que les États-Unis considèrent comme une taxe illégale, et franchement, c'est tellement contraire au libre marché que ça en devient écœurant. Eh bien, qu'est-ce qu'une taxe illégale, au juste? Si deux parties tombent d'accord, c'est leur affaire. L'assurance est tellement chère pour traverser le détroit d'Ormuz. Ceux qui ont besoin de pétrole, qui préfèrent le bon pétrole propre du Golfe Persique, sont prêts à payer $1 ou $2. Et dans certains cas, comme le Vietnam ou la Thaïlande, ils n'ont rien payé du tout. Ils ont simplement dit « Nous sommes vos alliés » et ils sont passés sans frais. Mais là, on parle de deux parties qui s'entendent pour commercialiser les biens qu'elles produisent. Les Saoudiens peuvent dire « Nous, on produit le pétrole et on n'a pas touché les frais de transit. » Mais ils utilisent un détroit très étroit. Et ils ont aussi tiré depuis l'Arabie saoudite, que ce soit les Américains ou les Saoudiens, et je pense que c'était les deux, ils ont tiré contre l'Iran. Donc on est dans une situation de guerre. Il n'y a absolument rien d'anormal là-dedans. C'est exactement comme ça que les choses peuvent fonctionner. Ce sont des parties qui se mettent d'accord. Et maintenant, Trump a dit « Non, non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez faire ce que je vous dis. » Et au passage, il voulait choisir le prochain ayatollah. Vous vous souvenez de ça au début? Eh bien, lui aussi voulait en être un. Il a dit qu'on lui avait proposé oui, and oui. C'est ça. Et maintenant, il veut... Enfin, à un moment, il aimait vraiment cette idée, dans sa tête un peu folle. Il aimait l'idée que les Iraniens fassent payer un péage. Il a dit « Je veux en faire partie. Ce sera un péage irano-américain. » Et moi, je lui dis « Américain? Mais enfin, c'est à l'autre bout du monde. On ne possède rien là-bas. » Je ne sais pas trop... Enfin bref, désolée de m'étendre, mais c'est vraiment déroutant. Et j'essaie encore de comprendre tout ça moi-même. Non, non, non. Je trouve que ce que vous venez de dire est très juste. Et c'est aussi très déroutant. Chaque jour, on nous sert toutes sortes d'informations qui, la plupart du temps, nous détournent des vrais enjeux. Des sujets dont soit l'administration Trump essaie de détourner notre attention, soit qu'elle est tout simplement incapable de gérer. Et vous avez mentionné quelque chose de très intéressant. Nous sommes en plein milieu de cette guerre d'agression contre l'Iran menée au profit d'Israël. Des soldats américains sont déjà morts, en réalité, pour Israël. Pete Hegseth a récemment limogé plusieurs hauts commandants militaires. Nous sommes donc engagés dans une guerre de choix, et l'armée américaine est en train de se transformer. La guerre de Trump est clairement illégale, à la fois au regard de la Constitution américaine et du droit international, puisque le Conseil de sécurité des Nations unies n'a donné aucune autorisation. Alors, parlez-nous de la manière dont l'armée américaine perçoit cette guerre d'agression contre l'Iran. Et quel est l'état de l'armée américaine aujourd'hui? Oui, eh bien, c'est clairement en difficulté. Et pas seulement à cause de la performance dans cette bataille que Trump a choisie. Parce que vous savez, c'est vraiment très difficile de gagner une guerre expéditionnaire contre un pays préparé, retranché, très intelligent, très industrialisé, avec 93 millions d'habitants unis, politiquement unis. C'est vraiment le dernier type de guerre qu'on devrait vouloir mener, parce qu'on la perdra. On ne peut pas la soutenir sur le plan logistique. On n'a pas le soutien international. Il y a tellement de raisons pour lesquelles c'était une mauvaise idée. Mais Trump l'a fait. C'est son choix. Et bien sûr, l'armée suit les ordres civils. Il y a d'ailleurs quelques problèmes qui commencent à apparaître. L'un d'eux, c'est la guerre pour Israël. Ça, c'est un gros sujet. Vous savez, on a eu Rubio qui nous disait qu'on avait fait ça parce qu'Israël nous y avait poussé ou qu'ils avaient besoin qu'on le fasse. Et donc, voilà pourquoi on l'a fait. Mais ça, c'est pas défendre l'Amérique. Et le danger, la destruction que cette guerre a déjà provoquée ne donne pas du tout l'impression qu'on se bat pour l'Amérique.
Trump a vraiment mal géré en tant que président la communication avec le peuple américain et surtout avec l'armée pour expliquer que cette guerre sert à défendre les intérêts des États-Unis. Les gens n'y croient pas et il ne fait pas non plus un très bon travail pour les en convaincre. Il part du principe que les chefs militaires, les soldats, les aviateurs, les marines, les gardiens, peu importe comment on les appelle, est-ce que ce sont tous des robots, tu vois, ce serait sympa. Peut-être qu'un jour, tu sais, Palantir mènera nos guerres et on aura des robots pour les combattre. Ils feront exactement ce qu'on leur dit pendant un jour ou deux. Mais aujourd'hui, on doit composer avec de vraies personnes. Et ces vraies personnes ne sont pas convaincues, en général pas convaincues du tout, que ce soit une guerre pour défendre l'Amérique. Maintenant, on est engagé dedans. Et donc, globalement, ils ont un problème de communication et un problème de légalité. C'est un autre sujet précis. La façon dont on mène nos guerres, de plus en plus depuis une vingtaine d'années, ressemble beaucoup à celle de l'armée israélienne. Il n'y a plus vraiment de souci pour les victimes civiles. Si vous voulez atteindre une cible et qu'elle se trouve dans un immeuble, vous faites tomber l'immeuble sur lui et sur un millier d'autres personnes s'il y en a autant, sans vous en soucier. Pour vous, ce sont des pertes acceptables. C'est ça l'attitude israélienne, parce que selon la doctrine israélienne, leurs ennemis ne sont pas considérés comme des êtres humains. Un ennemi d'Israël n'est probablement pas juif, même s'il y a beaucoup de juifs qui ne soutiennent pas le sionisme. Ça, c'est indéniable. Mais pour Israël, ses voisins sont vus comme des sous-hommes. C'est une idéologie, tout simplement. C'est du racisme. On connaît tout ce genre de logique. Donc, ils ne comptent pas ces pertes civiles. Mais cette culture-là n'a jamais vraiment fait partie de la culture américaine, même si, bien sûr, nous avons eu notre propre histoire de racisme. Nous avons dépensé énormément de temps, d'argent, d'énergie, de mobilisation sociale, tout ça et même des lois pour nous éloigner de cette situation. Nous voulons que toutes les personnes soient égales. D'ailleurs, même nos fondateurs, avec toutes leurs imperfections, ont dit que tous les hommes naissent égaux. Non, ils ont adopté cette idée. Les Américains ont adopté cette idée et on nous l'enseigne. Alors, tous les soldats dans l'armée comprennent la primauté du droit parce que nous sommes une république constitutionnelle. Ils comprennent la Constitution, pas forcément son contenu en détail, mais le fait qu'un simple morceau de papier sert à limiter la folie des êtres humains, des hommes et des femmes. Ils savent aussi que nous avons un droit international. Vous savez, les procès de Nuremberg. Beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment. Moi-même, je ne comprends pas tout des procès de Nuremberg. Mais je sais une chose. Et quand j'entends quelqu'un parler des procès de Nuremberg, ça me rappelle qu'obéir aux ordres ne te sauvera pas de la potence. D'accord? Si tu commets un crime de guerre, si tu fais quelque chose d'illégal, si tu tues des civils, peu importe le type d'acte illégal, c'est ça qui inquiète nos soldats. Est-ce qu'ils vont obéir aux ordres du président et commettre des crimes de guerre? Parce que c'est une guerre illégale. Elle n'a pas été déclarée conformément à la Constitution. Il n'y a aucune autorisation du Congrès. Il n'a même pas consulté le Congrès avant de décider de cette guerre. Ce n'est pas une guerre défensive. C'est une guerre illégale, une guerre d'agression. Tous ces éléments, les soldats américains le savent et ils se disent, bon, c'est notre métier, on aime se battre, mais est-ce qu'on sera protégé? Est-ce qu'on sera protégé légalement en faisant ça? C'est une vraie question. Mais il y a un autre problème par-dessus tout ça. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on voit autant de généraux se faire limoger. D'ailleurs, je veux d'abord parler des 3 que Hicks a renvoyés tout récemment. D'autres renvois arrivent et plusieurs départs à la retraite ont déjà été annoncés. Mais en une seule journée, il a viré le chef d'état-major de l'armée de terre,
Un vrai militaire de terrain, diplômé de West Point, un type solide, qui a passé beaucoup de temps au Moyen-Orient. Il a aussi renvoyé le responsable de ce qui était autrefois le commandement de la formation et de la doctrine de l'armée. Ce sont eux qui forment les troupes, les officiers, tout le monde. Ils sont responsables de leur formation, du développement intellectuel, du leadership, mais aussi de l'entraînement pratique, du recrutement, tout ça. Eh bien, il a viré ce gars-là aussi. Et là, on se dit, mais pourquoi il aurait viré ce type? C'est juste un gratte-papier, non? Il s'occupe des exercices, des programmes d'entraînement, ce genre de choses. Eh bien, il l'a viré. Et il a aussi renvoyé le chef des aumôniers de l'armée. Alors, on est obligé de se demander qu'est-ce que ces deux-là ont en commun? Eh bien, ils sont tous les deux en contact direct avec les soldats. Les aumôniers, ce sont ceux vers qui on se tourne quand on a un problème, un dilemme moral, ou quand on veut quitter l'armée pour des raisons de foi, le statut d'objecteur de conscience, et on voit ces demandes exploser en ce moment dans l'armée. Quant au responsable de l'entraînement, lui, il sait exactement de quoi on est capable. Il sait ce qu'on apprend, et il a sans doute eu un désaccord avec une partie du contenu idéologique et des formations qui viennent de la direction de Pete Hegseth. Et c'est probablement pareil pour eux. On n'en sait rien. Mais en tout cas, ils ont été limogés en pleine guerre. Une guerre qu'on est en train de perdre. Le dernier dont je me souvienne qui a viré tous ses officiers, les plus importants, en pleine guerre qu'il était en train de perdre, c'était Staline, au tout début, quand les Allemands ont envahi. Donc, encore une fois, ce n'est pas bon signe. L'un des gros problèmes, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, avant l'émission, c'est le nationalisme chrétien et le sionisme chrétien qui sont encouragés et récompensés dans l'armée. Et je vais juste vous dire rapidement quelque chose que j'ai découvert ce week-end, que je ne savais vraiment pas. Et pourtant, j'ai passé 20 ans dans l'armée, dont 4 ans et demi au Pentagone. Je n'avais jamais rien vu de tel. À l'époque, il y a une vingtaine d'années, la seule activité religieuse dont j'avais connaissance au Pentagone, c'était le petit déjeuner de prière annuel. Bien sûr, il pouvait y avoir des groupes de prière organisés de manière informelle par des gens qui n'avaient ni l'autorisation ni l'encouragement de leurs supérieurs. Mais apparemment, tout ça a changé. Oui, tout a changé maintenant. Aujourd'hui, ils rassemblent des milliers d'employés du Pentagone, y compris, je suppose, des sous-traitants, mais surtout des militaires et des civils, au centre même du bâtiment. Vous savez, le Pentagone il avait autrefois une sorte de parc au milieu. Maintenant, c'est un peu plus construit, mais il reste un grand espace au centre de l'anneau principal du Pentagone. Et ils ont au moins une réunion par semaine, parfois plus, des réunions de prière qui retirent tous ces gens de leur poste pendant les heures de travail. Là, ils écoutent des discours, des prêches, ce genre de choses. Alors, on pourrait dire, peut-être que c'est un peu comme les 7 habitudes des gens très efficaces. Je me souviens qu'à l'époque, ils faisaient venir des intervenants pour expliquer comment mieux faire son travail. Mais là, ce n'est pas du tout ce genre d'intervenants. Ils font venir des nationalistes chrétiens, des idéologues chrétiens, des gens du même type que ceux qu'on a vus, qu'on connaît, à la Maison-Blanche, tu sais, Paula? Comment elle s'appelle déjà? La conseillère religieuse de Paula White, je crois. Paula White, d'accord. Donc, ils font venir des gens qui parlent et prêchent dans le même esprit que Paula White. C'est ce que j'appellerais le sionisme chrétien ou le nationalisme chrétien. Alors, je ne suis pas un expert pour distinguer toutes ces nuances, mais personnellement, je ne m'approcherai pas de Paula White. Paula White, à Pâques, la Pâques non orthodoxe le week-end dernier, a, en gros, laissé entendre que Trump était comme Jésus. Jésus a été persécuté par ses ennemis, Trump est persécuté, et elle a continué là-dessus encore et encore. J'ai trouvé ça révoltant.
Mais bien sûr, Trump a publié aujourd'hui sur Truth Social une image de lui-même, habillé comme une figure de Jésus, guérissant les malades, apportant la liberté sur terre et tout ce genre de choses. Vous savez, pendant longtemps, je n'ai pas pris ça au sérieux. Je me disais, bon, la religion, c'est à part. Enfin, je pensais, comme le dit la Constitution, qu'on a la liberté de religion et que l'État ne doit pas établir de religion officielle. C'est ce que dit le premier amendement. On a fait ça volontairement parce qu'on avait tiré des leçons du passé. On ne voulait pas d'une Église d'Angleterre qui était autant un instrument politique qu'un instrument religieux, lié au roi et tout ça. Bref, on a cette séparation entre l'Église et l'État à peu près partout, sauf au Pentagone. Et quand je parle du Pentagone, je parle des 26 à 35 000 personnes qui y travaillent. Mais je parle aussi de chaque base militaire, sans exception, parce qu'apparemment, ces rassemblements religieux qui ne sont pas obligatoires tiennent quand même une liste de ceux qui viennent, de ceux qui ne viennent pas et de la raison qu'ils donnent pour ne pas venir. Donc si vous n'êtes pas venu parce que vous étiez malade et absent du travail ce jour-là, c'est différent de si vous étiez à votre bureau et que vous avez refusé de venir. Maintenant, le sionisme chrétien, le nationalisme chrétien, ce genre de courant évangélique issu de l'idéologie protestante. Évidemment, ce n'est pas le cas de toutes les religions. Et les protestants, combien de confessions protestantes différentes avons-nous? Beaucoup, n'est-ce pas? Il y a au moins 200 variantes différentes. Et cette variante-là, ce sous-ensemble d'idéologie chrétienne radicale, on l'impose non seulement à d'autres protestants et catholiques, d'accord? On l'impose aussi aux musulmans, on l'impose à nos soldats et membres des forces armées juifs, on l'impose à nos athées, à tout le monde, à nos agnostiques aussi. Et combien de fois on déplore que les gens n'aillent plus à l'église. Mais beaucoup de personnes dans ce pays se définissent, et les sondages le confirment, comme spirituels, sans appartenir à une religion. Alors ça fait de moi quoi? Un agnostique? Pourtant je crois en Dieu, mais je ne vais pas à l'église. Enfin voilà. Toutes ces personnes, et il y en a beaucoup dans l'armée, sont en train d'être regroupées sous une sorte de bannière idéologique. Alors bon, ce serait acceptable si c'était vraiment inspiré des enseignements de Jésus. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. C'est plutôt une espèce de mélange étrange entre le nationalisme israélien, le sionisme, et l'idée que l'État d'Israël serait un signe religieux annonciateur de l'Armageddon, ce qui, d'une certaine manière, n'est pas complètement absurde. Mais aussi cette conviction que les États-Unis, en tant que nation chrétienne unique, auraient un rôle biblique à jouer. Et ce rôle-là, on le voit surtout se manifester, et on pense qu'il doit se manifester au Moyen-Orient. Et donc, on en arrive à ce livre très connu, mais très mal compris, l'Apocalypse, d'accord? Celui où les rivières de sang coulent, et tout le reste, toutes ces choses qui doivent arriver. Et puis j'imagine que Jésus reviendra. Enfin, en fait, il est peut-être déjà revenu, parce que j'ai vu une photo de Trump habillé comme Jésus, donc je sais qu'il est à la Maison-Blanche. Alors, qui sait? Peut-être que Jésus est de retour. On peut tout arrêter maintenant, mais le vrai problème, c'est ça. Une idéologie, qu'elle soit religieuse ou politique, imposée à l'armée. Ça, en soi, c'est anticonstitutionnel. Et dans une république, c'est tout simplement intolérable. Surtout quand on célèbre, 250 ans depuis la déclaration d'indépendance. Les principes sur lesquels on a fondé l'Amérique, ce ne sont pas ceux d'une dictature religieuse. Ce ne sont pas des totalitarismes religieux, et ce ne sont pas des guerres de religion. Nous, on ne mène pas de guerre de religion. En réalité, bien sûr, on a déjà utilisé la religion pour justifier nos guerres. Souvenez-vous, quand on a pris le contrôle de l'Empire espagnol, c'était soi-disant pour apporter Dieu, enfin, Dieu et l'or, peu importe. Aux Philippines,
C'était pour leur apporter Dieu. Et au passage, on prenait les ressources. Et tout ça paraissait très bien. On convertissait les gens. Ils étaient catholiques, donc déjà chrétiens, mais pas dans cette éthique protestante. Cette idée circule depuis des décennies, comme une opinion minoritaire, même depuis la fin du XIXe siècle. Mais aujourd'hui, on dirait qu'elle est en train de se formaliser. Vous pouvez imaginer, vu la façon dont j'en parle, que je n'assisterai pas à ce genre de réunion religieuse, où que ce soit au Pentagone. Et moi, je m'y opposerais sans hésiter si on me donnait cet ordre, d'accord? Beaucoup de gens pensent comme ça. Et puis, je suis plus âgée. Il y a des plus jeunes qui ne vont pas à l'église ou qui ont une vision très cynique de certaines idées religieuses, et on les oblige à faire ça. Ce n'est pas pour ça qu'ils se sont engagés. C'est illégal. Et pourtant, dans l'armée, beaucoup de choses qui sont illégales dans le monde civil, oui, elles le sont aussi dans l'armée. Mais vous n'obtiendrez pas justice. Vous savez, on parle souvent de tout ça parce qu'il faut remonter la chaîne de commandement. Mais si cette chaîne de commandement est justement celle qui commet le crime, et que votre seul recours, c'est de remonter cette chaîne, eh bien, c'est vous qui serez punis. Et nous avons... C'est comme ça, tout simplement. Oui, bien sûr, il y a des inspecteurs généraux. Eh bien, l'une des premières choses que Edge a faites l'an dernier quand il a pris ses fonctions, ça a été de réduire le nombre d'inspecteurs généraux. Il ne voulait pas qu'ils puissent servir de recours ou de source de justice. Bref, gros problème. Ce ne sont pas des soldats heureux. Ils ne peuvent pas l'être et je pense qu'ils sont perdus. Et Trump se sert de ça et il utilise, enfin, je pense qu'il supervise, comme Edge l'a dit, une sorte, pas de purification de l'armée, mais une forme d'endoctrinement sérieux où ceux qui ne sont pas d'accord sont écartés. On le voit au plus haut niveau, mais aussi à tous les échelons de l'armée. Et ceux qui acceptent de servir, qui adhèrent à ce discours et qui brandissent ce drapeau du nationalisme chrétien et de la guerre mondiale, surtout au Proche-Orient, eux vont être promus. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je veux dire, c'est une prise de contrôle de notre armée. Ça dépasse tout ce que j'ai pu voir jusqu'ici, franchement. Je ne pense pas qu'on ait déjà connu ça. Donc oui, c'est très préoccupant et on n'en parle pas. Mais vous savez, les Américains le savent parce que leurs enfants qui sortent de l'armée en parlent à leurs proches. « Hey, qu'est-ce qui se passe dans l'armée? » Ils entendent ça de nos propres gens et nos gens leur disent qu'il se passe quelque chose d'étrange. Bref, c'est très dangereux. On n'a déjà pas une armée capable de gagner une guerre, même dans les meilleures conditions. Et en plus, on est en train de la détruire de l'intérieur avec cette idéologie chrétienne, qui en réalité n'a rien de chrétien. Parce que vous voyez, je ne me souviens pas que Jésus ait jamais dit qu'il fallait aller massacrer des gens parce que ce serait bon pour nous. Ce serait bon pour, vous savez, votre âme. Il n'a jamais dit ça. Donc, c'est un vrai problème. Bref, j'espère que les gens vont se pencher là-dessus parce que, en fait, j'étais pas vraiment au courant de ce qui se passait. Mais on a eu un briefing ce week-end avec un type qui s'occupe précisément de ce sujet, l'Organisation pour la liberté religieuse dans l'armée, et leur téléphone n'arrête pas de sonner avec toutes sortes d'histoires comme celle-là. Et ça n'était jamais arrivé avant, alors que l'organisation existe depuis 30 ans. Mais soudain, on voit ça apparaître. Donc c'est une crise de plus créée par Donald Trump. Qu'il l'ait fait consciemment ou par ignorance, c'est lui qui en est la cause. Absolument. Et j'espère vraiment que les gens vont commencer à se pencher sur cette question parce qu'elle touche des millions de familles à travers les États-Unis, des millions d'Américains, leurs enfants, leurs maris, leurs frères, leurs femmes, leurs sœurs sont concernés. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre tout ça en lumière et en parler davantage, au moins pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement.
Merci d'ailleurs d'avoir soulevé le sujet. Alors, bien sûr, Trump s'était présenté comme un candidat pour la paix, mais depuis janvier 2025, il a en réalité bombardé 7 pays. Le Venezuela, le Nigeria, la Somalie, le Yémen, la Syrie, l'Irak et maintenant l'Iran. Il demande aujourd'hui un budget historique d'1,5 billion de dollars pour le Pentagone. Le Pentagone fonctionne comme un trou noir, puisqu'il n'a jamais réussi à passer un audit, comme vous l'avez rappelé. Et maintenant, il demande en fait de réduire les dépenses de certains programmes sociaux pour accorder au Pentagone une augmentation de budget de 50%. Quelle est selon vous l'interprétation à donner au fait que Trump fasse passer le budget du Pentagone avant tout le reste? Oui, eh bien, il est obsédé par l'armée. Ça, c'est sûr. C'est son outil préféré en tant que président, surtout pendant ce deuxième mandat. Et il a cru à pas mal de propagande sur la puissance de notre armée, sur à quel point elle fait peur. Et c'est vrai qu'elle fait peur. Mais dans le monde d'aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit encore la première armée du monde. Et je ne pense pas non plus qu'Israël ait jamais été la première dans la région, même si on dit souvent « Ah, Israël a la meilleure armée ». Ils sont les meilleurs pour projeter leur puissance aérienne et pour bombarder. Et c'est aussi notre spécialité, projeter la puissance aérienne et bombarder. Mais nous avons surtout, et Israël en souffre un peu aussi, une vraie incapacité à produire à grande échelle les types d'armes qu'on consomme quand on se lance dans une guerre expéditionnaire, comme celle qu'on a menée avec l'Iran. Alors, on se retrouve à court de nos propres ressources. Et puis, vous savez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et même pendant la guerre, on avait une capacité logistique incroyable. On avait des navires capables d'acheminer des biens, des services, des armes partout dans le monde, et on pouvait produire. On avait relancé toute notre production, et on a été en quelque sorte le sauveur de l'Europe sur le plan logistique. Je pense que c'est assez juste de le dire. Et bien sûr, à la fin de cette guerre, on s'est retrouvé avec toute cette capacité. Au lieu de la réduire, on a essayé de la maintenir. Et c'est comme ça qu'on a créé ce complexe militaro-industriel avec lequel on vit encore aujourd'hui. Mais notre armée, aujourd'hui, ne peut plus vraiment, on n'a plus la profondeur, ni la logistique, ni les moyens pour faire ça. Et Trump, lui, ne comprend pas ça ou il ne le sait pas. Et personne ne le lui dit. Trump aime bien cette idée et il en fait toujours trop, surtout. Donc là encore, il en fait trop avec son discours du genre « Notre armée peut tout faire » et tout le monde en a peur. Mais il a 79 ans et il se souvient un peu, il se rappelle comment c'était peut-être dans les années 80 ou même dans les années 50, 60, 70. À l'époque, le reste du monde sortait encore meurtri de la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr, il y a eu la décolonisation. Donc beaucoup de pays, grands ou petits, cherchaient encore à construire leur capacité de défense, à comprendre ce dont ils avaient besoin, à développer leur industrie. Tout le monde était en train de le faire. Mais tout ça, c'est du passé maintenant. Le problème, c'est que Trump semble bloqué dans cette époque-là. Le monde d'aujourd'hui n'a plus rien à voir. Il suffit de regarder la capacité de la Chine, rien que pour produire des avions de chasse aussi performants que les nôtres. Ils peuvent le produire, oui, mais à un quart du coût et probablement 5 ou 10 fois plus vite. C'est pareil pour les missiles et les navires, pour la construction navale. Nous, on ne construit même plus de navires. C'était pourtant notre force logistique dans les années 50 et 60. Aujourd'hui, on ne construit plus de navires. Et ceux qu'on construit ne fonctionnent pas très bien, comme on l'a vu avec le porte-avions Gerald Ford. Mais on n'arrive pas non plus à construire des navires civils dans les temps, ni à un coût raisonnable. Du coup, on se tourne vers l'Asie pour la construction de nos navires et même vers la Russie. On n'a pas de brise-glace. On ne sait pas en construire. La Russie, elle, en a produit des quantités. Et pourquoi ça devrait nous importer?
Eh bien, parce que le commerce mondial à travers l'Arctique est devenu vraiment important. Et les seuls qui ont des navires capables de briser la glace efficacement et à un coût abordable, ce sont les Russes. Eh bien, on dit, bon, on ne les aime pas. Et les Russes, eux, ont une énorme capacité militaire et industrielle. Oui, tout le monde fait les choses moins chères, plus vite et mieux que nous. Et Trump, lui, est perdu dans cette illusion selon laquelle on serait, vous savez, au sommet, que tout le monde aurait peur de nous. Il ne se rend pas compte que le monde entier regarde l'Amérique. Bien sûr que oui, nous sommes la plus grande nation consommatrice. C'est notre monnaie que tout le monde veut, vous voyez. Le monde observe l'Amérique, il essaye de la comprendre, de l'analyser. Le monde entier sait ce que Trump ignore. Nous ne sommes plus les numéros 1, ni militairement, ni sur le plan industriel. We have failed that. That was why Trump was elected. What was he going to do? He's going to reindustrialize America, bring all the jobs home and, do all these good things. Americans agreed with that. But of course, Trump has done none of that. Now, the people around him likewise have no clue. The smartest folks around him are the money people, like Jamie Dimon and Scott Bessent. And those guys only know financialization industries. They only know industry as they can profit from it, as they can invest in it, that kind of thing. They're not engineers. They're not builders, Where do we find engineers and builders? Oh, I don't know. Asia, China, Iran. L'Asie, la Chine, l'Iran, la Russie, enfin, choisissez le pays que vous voulez. Les gens, on a plus qui faisait notre grandeur. Et dans l'esprit de Trump, on l'a encore. Donc, il le gaspille et il continue de le gaspiller. Et c'est pas clair. Oui, ça sonne vraiment triste, mais il y a quand même quelques points positifs qui ressortent de tout ça et tu m'avais envoyé un sujet dont je voulais parler. Nos bases au Moyen-Orient, non? Nos bases en Arabie Saoudite, à Bahreïn, au Qatar, dans tous ces endroits, aux Émirats arabes unis. Je pense qu'on ne retournera pas dans ces bases. Elles sont devenues inhabitables. C'est un fait. Elles sont très vulnérables et ça a été révélé par cette situation. Mais l'autre chose, c'est qu'on a mis en place ces alliés du Golfe arabe, du Golfe Persique. On les a piégés. On les a pris par surprise avec une guerre. Et ensuite, on ne les a pas protégés du tout quand l'Iran a répliqué. Aucune protection pour eux. Et pourtant, ce sont eux qui ont construit ces bases. Vous savez, quand on installe des bases à l'étranger, on ne dit pas « Ah, on a tout cet argent mis de côté dans le trou noir du budget du Pentagone et on va vous construire une base ici. Ce sera super. Vous pourrez nourrir nos gars, travailler dans les Burger King des bases et nourrir nos soldats. On vous vendra des munitions, on s'entraînera ensemble. » Bon, d'accord, on dit qu'on s'entraînera ensemble, mais en réalité, on leur dit « C'est vous qui nous construisez la base. » Vous, les pays riches du Golfe, vous nous construisez une base, vous offrez toutes ces incitations, vous achetez tous ces avions, et ensuite on vient, on travaille avec vous, on vous aide. Eh bien, ces bases sont devenues inhabitables, voire détruites, dans certains cas. On a retiré, pour l'essentiel, nos forces de ces bases. Quand le moment viendra, et que cette guerre sera terminée, si elle se termine parce que Trump déclare qu'elle est finie, qu'on arrête tout et qu'on dit « Bon, on repart à zéro », comment on fait? Ces pays-là, ces pays arabes vont retomber dans les mêmes mensonges, du genre « On va vous construire une autre base, venez donc ». Non, ils ne feront pas ça. Ils comprennent maintenant que l'Amérique, les États-Unis, sont un allié très peu fiable, et c'est un allié brutal, dirigé par un homme fou. Mais peu importe si c'est vraiment Trump, parce qu'en fait, les politiques qu'il mène, on peut les retrouver chez beaucoup de présidents avant lui, non? Même Biden, dont on se demandait parfois si son cerveau tournait encore rond. Mais l'équipe autour de lui, le système, lui,
a continué d'avancer. Ils ont mené des guerres, soutenu des guerres, dépensé de l'argent pour des guerres, essayé d'imposer leur volonté un peu partout sur la planète. Ils font tout ça. Trump, lui, le fait juste d'une manière plus stupide et plus voyante, c'est tout. Mais il suit une voie bien rodée. Je pense que le monde s'est réveillé. Et ça, c'est vraiment un point positif. Je crois que les gens, les pays ont compris une chose. Il ne faut pas atteler sa charrette au cheval américain. Ne fais pas ça. Ce cheval-là ne vaut rien. Il y a beaucoup de risques et tu vas sûrement te faire avoir. Ils le savent très bien. Alors maintenant, ils se demandent, bon, qui sont nos nouveaux amis? Eh bien, n'importe qui veut bien être mon ami, du moment qu'il est plus honnête que les Américains. La Russie, la Chine, même des pays asiatiques. Et on voit ça aussi en Europe, non? Les Européens disent on aime bien l'Amérique, on a besoin de leur argent et de leurs investissements. Mais en réalité, tu sais, on ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas leur faire confiance. Ils disent une chose et ensuite il faut toujours leur faire des courbettes. Trump insiste là-dessus, tu sais. Tu as vu, il y a quelques semaines, quand Trump a dit que le chef de l'Arabie Saoudite... Ah oui. Il l'a insulté, non? Oh, il l'a insulté d'une manière tellement méchante et publique que franchement, on ne peut pas revenir en arrière. C'est impossible. On ne peut pas dire « Ah, je suis désolé ». Ça ne marche pas, c'est fini. Et donc, on n'aura plus de base en Arabie Saoudite, je peux vous le promettre. Je ne le sais pas avec certitude, pas à partir des chiffres, mais je peux presque vous garantir que la base du Qatar ne sera pas reconstruite. La base de Bahreïn, le quartier général de la 6e flotte, ne sera plus là non plus. On n'aura plus de base en Arabie Saoudite. C'est terminé, on ne peut pas. C'est contre-productif. Et ça, c'est une leçon qui a été prouvée pour beaucoup de ces pays. C'est un point positif. Donc Trump pourrait bien tenir sa promesse de ramener les troupes à la maison. Les Européens, certains pays européens en tout cas, sont en colère contre Trump et contre sa manière d'agir. Ils ne veulent plus de présence militaire américaine. Ils disent, vous savez quoi? On va assurer notre propre défense. Du coup, l'OTAN est aujourd'hui plus divisée que jamais et moins prête qu'avant à défendre l'Europe. Parce qu'on ne peut plus vraiment compter sur les États-Unis. Et ça, c'était une des leçons de la guerre en Ukraine, qui était bien sûr une autre guerre illégale sur laquelle on a travaillé pendant des années et des années, et qu'on continue encore à financer. Vous savez, on continue dans une certaine mesure à financer la guerre en Ukraine et à armer les uns et les autres. Donc, on aime la guerre. Mais cette guerre-là n'aide vraiment ni l'Ukraine ni l'Europe. Je pense que la plupart des Européens se sentent moins en sécurité sur le plan économique comme militaire après 4 ans de guerre avec la Russie qu'ils ne l'étaient au début. Alors forcément, quand les choses se compliquent, il faut bien trouver un responsable. Et ils ne vont pas se blâmer eux-mêmes. Ils vont blâmer Washington. Et ils ont raison. Très bien. On voit donc une sorte de fragmentation apparaître entre nos alliés. Et Trump l'a remarqué aussi. Vous savez, il a dit il y a 3 semaines, qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, vous devez venir m'aider dans ma guerre illégale contre l'Iran. Et personne n'a répondu. Tous ont dit « Ah, eh bien, vous savez, on ne peut pas le faire ». Il était très contrarié par ça. Il ne comprenait absolument pas la logique derrière cette décision. Vous savez, on dit souvent qu'il joue aux échecs en 5 dimensions ou quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas du tout le cas. C'est en gros un enfant intellectuel à la Maison-Blanche. Et le seul vrai problème, au-delà de toutes les personnes qu'il a en pratique tuées, assassinées ou fait exécuter, c'est qu'il a la main sur le bouton nucléaire. Et comme il est totalement imprévisible et très mal informé sur à peu près tout, c'est une source d'inquiétude majeure que cela puisse arriver. Et bien sûr, Israël n'aurait pas cette inquiétude, parce que malheureusement, c'est une société qui fonctionne beaucoup sur la colère.
Vous savez, eux aussi posent un vrai problème. En fait, il se passe quand même des choses positives. Ce qui n'a pas encore eu lieu, c'est une prise de distance avec Israël dans notre politique étrangère. Israël devrait être traité comme n'importe quel autre pays avec lequel nous avons des relations, pas comme notre meilleur allié, parce que clairement, ce n'est pas le cas. Mais oui, ça doit arriver. Ce n'est pas encore fait. Ça pourrait arriver. Ça peut encore arriver. Et une partie de ça viendra peut-être de Gaza et de cette guerre avec l'Iran. Mais il y a quand même des aspects positifs. Je ne veux pas être totalement négatif, mais oui, c'est une période dangereuse pour notre pays. Je veux dire, Trump pourrait vraiment mettre fin à notre expérience républicaine. Imaginez si les élections démocratiques de novembre ou les élections au Congrès, au Sénat, provoquaient une vraie vague. Ce serait un changement majeur. Et Trump, là, on est en décembre. Et puis, à un moment avant leur prise de fonction, autour du 6, du 7 ou du 8 janvier, peu importe la date où ils arrivent à Washington, ils décident de déclarer la loi martiale. Je veux dire, il pourrait le faire. Il vit dans le passé. Il se voit un peu comme une figure historique. C'est possible. Donc je pense qu'on doit tous, même si c'est difficile, rester attentifs à ce qui se passe. Essayer de rester informés. Ne pas paniquer. C'est important, parce que si on absorbe trop d'informations de ce genre, ça peut faire peur. Mais il faut être prêt à affronter des choses qu'on n'a, pour l'instant, même pas encore commencé à imaginer en ce qui concerne l'avenir politique de ce pays. Je crois que c'est là où on en est. On est à un tournant, quelque chose de très différent de tout ce qu'on a connu jusqu'ici. Lieutenant-colonel Karen Kwiatkowski, merci beaucoup pour cette conversation passionnante. C'est un vrai plaisir de vous recevoir et je sais que nos téléspectateurs ont apprécié cet échange et seront ravis de vous retrouver à nouveau dans l'émission. Merci infiniment pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. In top strength, absolument. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était vraiment agréable de parler de tout ça.